comment tu vas? Hello Lisa, ça va et toi? Ouais, trop bien, trop bien. Encore une fois, hyper contente de retourner un épisode avec toi. De même. Et aujourd'hui, du coup, ce que je propose, c'est que on fasse un petit épisode sur les YouTube Analytics. Donc, connaître un petit peu quels sont les éléments à analyser pour telle ou telle vidéo, quels sont vraiment les points principaux à regarder quand on veut vraiment analyser une chaîne YouTube et ses performances. Donc j'ai pensé à ça du coup parce que j'ai fait un module complet qui explique toutes les data analytics dans l'accompagnement de Mathis Clouet et je pensais que c'était hyper intéressant de partager ça au plus grand monde. Donc si t'es chaud, on parle là-dessus. Je suis très chaud, d'autant qu'en vrai, je pense qu'on a, je sais pas toi à quel point, mais moi j'ai un parcours un peu particulier avec la data, parce que pendant longtemps, j'étais obsédé par exemple par le classement des vues. Donc Ouais, quand vous publiez une vidéo, on vous montrera des exemples après, mais on a un classement pour nous montrer à quel point, en fonction du nombre de vues, la vidéo qu'on vient de sortir est haute ou pas dans le classement. Donc j'étais obsédé par ça. Ensuite, pendant longtemps, je regardais le taux de clic, par exemple, mais sans directement regarder le détail du taux de clic. Donc, j'avais un taux de clic général qui était une sorte de moyenne de taux de clic, et c'était assez flou. Et il y a beaucoup de data sur YouTube. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une plateforme sur laquelle il y a le plus de métriques à observer par rapport à TikTok, Instagram, etc., LinkedIn et j'en passe. Euh, et dans ce sens-là, je pense que c'est intéressant du coup de faire cet épisode qui est particulièrement important parce que beaucoup de débutants, beaucoup de gens qui ne sont pas forcément habitués à publier sur YouTube ne savent pas quoi regarder. Donc là, c'est l'idée. Je sais pas non plus si on a vraiment l'approche la plus poussée avec la data, mais au moins on a dépassé peut-être ce stade de simple débutant qui a du mal à interpréter certaines datas qui sont présentes dans le YouTube Studio. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant de venir apporter notre grille de lecture là-dessus. ouais, surtout que depuis que je te connais, du coup, ta façon de penser envers les data a assez évolué, Ouais, notamment concernant le taux de clic, etc. Donc, hyper cool peut-être que tu nous expliques un petit peu ça plus tard, comment est-ce que ta façon de penser a changé, etc. Parce que c'est vrai que c'est super intéressant et je pense que ça pourrait en faire changer l'avis de plus d'une personne. Donc ça, c'est trop cool. Peut-être faire un petit point avant de commencer vraiment sur la data pure, tu sais, sur comment fonctionne l'algorithme YouTube en très rapide, si tu veux le faire ou si tu veux que je le fasse. je te laisse l'honneur. Ouais. En gros, pour comprendre, bon, c'est pas un épisode sur l'algo, hein, donc je vais faire très, très court, mais pour comprendre déjà, parce que du coup, ce qu'on va dire après, ça va émaner de ça. Donc pour comprendre comment fonctionne un petit peu l'algorithme YouTube, en fait, quand vous publiez un format long sur YouTube, ça va d'abord être montré aux fidèles. Donc les fidèles, c'est, on va dire, le groupe A, donc c'est ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui regardent souvent le contenu. Et en fait, une fois que la vidéo va être montrée à ce groupe-là, YouTube va analyser comment réagit du coup ce groupe de fidèles, puisque c'est lui qui est le plus susceptible de cliquer sur les vidéos. Et si le groupe A réagit bien, qu'il y a des interactions, que le watch time est bon, etc., il va montrer la vidéo et la pousser un petit peu plus au groupe B. Donc le groupe B, c'est un groupe qui est pas trop fidèle, qui vous a déjà vu passer mais qui est pas abonné, etc., ou qui ne l'est pas encore, mais qui parfois regarde quand même vos vidéos. Et donc, pareil, de la même manière, YouTube va analyser comment réagit ce groupe B. Et en fait, si ce groupe B réagit bien de la même manière que le groupe A, alors la vidéo sera montée au groupe C, au groupe D, etc., etc. Et cetera. Et en fait, du coup, plus une vidéo, plus les gens du groupe A et B réagissent bien à la vidéo, donc qui commentent, qui like et que le watch time est bon, comme je l'ai dit, et ben plus la vidéo sera poussée auprès d'autres audiences. Et c'est comme ça que fonctionne l'algorithme YouTube. Donc pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça? Parce que du coup, toutes les métriques dont on va parler juste après, il va y avoir une petite influence là-dessus, puisque surtout au début de la publication d'une vidéo, les stats elles seront plus en notre faveur, puisque ça va d'abord être montré au groupe A, et donc au groupe de nos fidèles qui sont plus susceptibles d'interagir. Donc ça, j'y détaillerai peut-être un petit peu mes propos plus tard, mais c'est super important à comprendre. Et plus du coup la vidéo sera montée à une grosse audience, et plus les stats sont susceptibles de diminuer un petit peu, mais c'est normal, c'est parce que on s'étend à une cible qui n'est pas forcément la nôtre et à un public qui ne nous connaît pas forcément. Donc voilà, Tout à j'espère que fait. j'ai été claire. Tout à fait, ouais, très clair. Et il y a quand même un truc, une petite nuance que j'aimerais apporter à ça parce que je le constate. Pour l'anecdote, du coup, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Enfin, j'ai déjà eu plusieurs chaînes par le passé, mais j'ai relancé une chaîne YouTube dédiée à la stratégie YouTube il y a deux ou trois mois de ça. Et j'ai commencé à faire des vidéos qui sont plus ou moins partie virale, entre grosses guillemets. Je mets des grosses guillemets parce que c'est pas non plus des scores énormes, mais on allait chercher plusieurs dizaines de milliers de vues. Et il y a des choses intéressantes que je remarque. Donc, je sais pas, je partagerai mon écran après parce que
là, ça va peut-être faire trop peur, ça va peut-être faire beaucoup d'infos, mais euh, je constate quand même que oui, évidemment, l'algorithme a tendance à montrer au départ nos vidéos à ce qu'on peut appeler les abonnés, les spectateurs réguliers. Les spectateurs réguliers, c'est les gens qui ont l'habitude de regarder vos vidéos. Donc si vous avez déjà une, deux, trois vidéos sur votre chaîne minimum et que généralement c'est les mêmes personnes qui les regardent au début, bah, YouTube va toujours recommander, ou quasiment toujours, la nouvelle vidéo que vous sortez à une partie de ces personnes-là, qui sont les plus engagées. Euh, on peut distinguer quand même spectateurs réguliers et abonnés, en ceci que des gens sont abonnés à votre chaîne mais ne vont pas forcément être des spectateurs réguliers parce qu'ils ne regardent pas vos vidéos. Euh, et inversement, des personnes pourraient être des spectateurs réguliers sans non plus regarder, sans non plus être abonnés à votre chaîne. Donc il y a quand même une petite distinction à faire entre les deux. Et aujourd'hui, être abonné à une chaîne ne veut pas dire qu'on regarde systématiquement les vidéos de la chaîne. On a plein d'exemples là-dessus. Ça d'ailleurs, on le voit très bien aussi avec les chaînes qui ont 10 millions d'abonnés et qui font 50 000 vues. Ça existe, il y en a beaucoup. Euh, mais voilà, tout ça pour dire que avec la chaîne que j'ai lancée récemment, j'ai tenté des vidéos à potentiel virales, encore une fois, entre guillemets, et j'ai remarqué que généralement, quand même, pas forcément dans les 24 heures, mais très rapidement, dans les 48 heures, je dirais, il y a toujours de nouveaux spectateurs qui arrivent sur ces vidéos-là. Donc, nouveaux spectateurs, en fait, c'est des gens qui n'ont jamais vu vos vidéos pour l'instant. Et quand on cherche à faire de la viralité, pas toujours le cas, mais quand on cherche à faire de la viralité, ou à minima, en tout cas, s'assurer qu'on est toujours découvert auprès d'un nouveau public, qu'on va chercher de nouvelles personnes dans notre audience, etc. C'est une métrique qui est importante à regarder, donc ça va peut-être nous permettre de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Mais voilà, ce que je constate en tout cas pour corroborer ce que tu dis, aller peut-être un peu plus loin, moi je constate quand même que évidemment YouTube push mes vidéos auprès des spectateurs réguliers, mais il va quand même rapidement dans les 24-48 heures aller chercher de nouveaux spectateurs. Et là, comme tu l'as très bien dit, bah, si ça réagit bien, là généralement ça va pousser, et au bout de quelques jours, on peut avoir des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de nouveaux spectateurs qui arrivent sur la chaîne. Yes, carrément, tu fais bien de préciser, parce qu'on verra que c'est une métrique qui est vraiment super importante aussi à Clairement. regarder, surtout quand tu veux tu sais, te faire découvrir auprès de nouvelles personnes, etc. Et qu'en fait, tu veux pas que ta chaîne, elle stagne. Donc on en parlera juste après. Comment tu veux organiser la chose? Peut-être on commence par l'onglet couverture. On peut clairement commencer par l'onglet couverture. Bah, justement, à ce propos, je vais directement partager mon écran, comme ça ce sera clair. Hop, Donc vous hop. verrez, il y a trois principaux onglets à regarder selon moi. L'onglet couverture, donc c'est celui que Blas vous partage tout de suite. L'onglet également audience, pour savoir du coup si on arrive à cibler la bonne personne et si vraiment on n'est pas à côté de la plaque. Et l'onglet du coup engagement. Ouais, je les ai pas fait dans l'ordre, mais l'onglet engagement du coup qui est super intéressant à regarder et super important aussi pour comprendre comment performe la vidéo. Donc on va analyser chacun de ces onglets là et essayer de vous guider au maximum pour que vous puissiez après le faire. Clairement. Let's, let's go, ouais, tu veux commencer peut-être? Let's go, bah, avec grand plaisir. Moi, je sais pas s'il y a vraiment une métrique que je regarde en priorité en vrai. Je pense que ça dépend beaucoup de la vidéo, des résultats qu'on a. J'ai pris du coup l'exemple de cette vidéo là qui est celle qui a le mieux fonctionné sur ma chaîne actuellement pour avoir justement beaucoup de data et que ce soit encore plus intéressant. Je pense quand même que la première métrique que je vais regarder, bah déjà c'est classique, les vues. Le nombre de vues. Donc quand la vidéo sort, et je suis peut-être un peu peut-être un peu obsédé par ça aussi, que ce soit une de mes vidéos ou celle de clients, moi généralement dans les 24-48 premières heures, voire plus, si la vidéo performe bien et qu'elle a de l'attraction, j'ai tendance à refresh tout le temps, aller tout le temps dans YouTube Studio, refresh en permanence les pages pour voir comment les vues évoluent. Euh, donc c'est vraiment le premier élément que je vais regarder. Pourquoi les vues? Parce que pour moi c'est le. Alors c'est très difficile de. C'est très difficile quand même, et il faut nuancer ce que je dis parce que à un instant T, on peut ne pas avoir de vues et à terme, la vidéo peut exploser quelques jours, quelques semaines, quelques mois après la sortie. Euh, ou inversement, parfois, la vidéo peut avoir un très très bon démarrage puis se calmer très fort ensuite. Euh, mais en général, voilà, le nombre de vues, c'est quand même je dirais un petit peu c'est pas la finalité d'une vidéo, ça dépend aussi de notre objectif avec YouTube. Il y en a beaucoup pour qui la finalité est de vendre derrière, de créer une communauté, etc. Auquel cas, le nombre de vues n'est pas forcément l'indicateur le plus pertinent à regarder, mais à mon sens, c'est l'indicateur le plus excitant et le plus concret par rapport à l'intérêt du public quant à notre vidéo. Euh, donc moi, c'est vraiment l'approche que je vais avoir. Je vais regarder le nombre de vues et surtout d'où viennent les vues. Donc pour ce faire, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dans voir plus. Et là, on va dans source de trafic. Et là, on peut voir du coup d'où viennent les vues. Et pourquoi regarder ça en fait? Parce que ça nous permet de savoir en fait, bah, tout simplement d'où viennent les spectateurs qui vont regarder notre vidéo.
Donc on a par exemple la partie fonctionnalité de navigation. Moi, je vais peut-être pas parler de toutes les sources, sinon ça va être un peu long, mais moi, ce que je regarde surtout, et ce que j'ai tendance à traquer dans la majorité des vidéos que je crée, que ce soit pour moi ou pour mes clients, c'est la partie fonctionnalité de navigation. Pourquoi? Parce que c'est la partie en fait page d'accueil et abonnement sur YouTube. Donc là où on peut potentiellement aller chercher le plus de monde, parce que les vidéos les plus virales en général sont mises en avant dans les fonctionnalités de navigation. Donc là, on a le nombre de vues qui est relié au nombre de, voilà, au nombre de personnes qui viennent des fonctionnalités de navigation. Pareil pour les suggestions de vidéos, par exemple, ça c'est les vidéos qu'on a juste à côté d'une vidéo quand on est en train de la regarder. Éventuellement les recherches YouTube, éventuellement l'onglet externe qui nous permet de savoir aussi à quel point est-ce que des gens viennent sur la vidéo de par des liens externes, soit LinkedIn, la newsletter, Facebook, Instagram, etc. Voilà, donc moi, c'est vraiment la première métrique que je vais regarder. Je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, toi, Elisa, si tu as un retour particulier à faire par rapport aux vues. Ouais, bah juste parce que tu projettes ça, peut-être tu peux remettre. Ouais, je le remets. Hop. Juste parce que ouais, tu projettes ça. Moi, en tout cas, ce que je conseille, et surtout quand c'est le lancement d'une chaîne, c'est de pas trop partager en fait des liens à des applications externes, que ce soit LinkedIn, Instagram, etc. Donc, en fait, tu vois, quand mes clients veulent le faire, souvent ils ont l'impression que ça va leur ramener beaucoup de vues, etc. Parce que du coup, bah, ça permet de rassembler tous les autres réseaux sociaux sur la chaîne YouTube. Et en vrai, c'est quelque chose qui pourrait être cohérent, etc. Mais moi, je conseille au maximum à mes clients de ne pas le faire. Parce qu'en fait, c'est souvent les vues qui sont de très faible qualité pour une vidéo. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent les vues qui proviennent de sources externes sont des vues, par exemple, où la durée moyenne d'une vue est très faible. Donc le watch time est vraiment pas bon pour ce type de vue. Je sais pas toi si tu peux regarder peut-être là pour montrer comme exemple. Mais en gros, ouais, vue externe 2 minutes 31, c'est une, tu vois, des plus faibles sources, enfin, des plus faibles watch time sur ta vidéo. Et en fait, YouTube, et surtout quand on lance une chaîne, personne fait mieux le travail que l'algorithme. Genre, Mm. il sait exactement en fait à qui montrer vos vidéos, etc. Et en fait, du coup, la qualité des personnes à qui il va montrer la vidéo sera bien supérieure aux personnes externes qui vous suivent sur d'autres réseaux sociaux. Alors évidemment, il y a certaines personnes qui vont vraiment vous suivre sur d'autres réseaux sociaux et regarder la vidéo en entier, c'est parce que, enfin, je dis pas le contraire, mais souvent, on remarque, nous en tout cas avec nos clients, que la source externe, enfin les gens qui proviennent de sources externes sont d'une qualité beaucoup plus faible que ce que YouTube aurait pu trouver par lui-même. Donc ça, c'était important, je pense, à notifier. Donc nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est qu'ils peuvent en faire la promotion des vidéos sur des autres réseaux sociaux, mais qu'ils ne doivent pas en fait juste partager le lien. Comme ça va attirer uniquement des gens qui sont vraiment intéressés par la vidéo et qui vont aller faire la recherche parce que le sujet les intéresse ou qu'ils aiment le créateur. Et du coup, ça va améliorer le watch time parce que les gens, ils sont dans des bonnes conditions pour regarder la Mm. vidéo parce que du coup, c'est le bon moment pour eux et ils ont pris le temps d'aller chercher sur Internet, enfin sur YouTube. Et en plus, du coup, c'est un sujet qui les intéresse et donc le watch time est possiblement plus élevé que si on avait juste partagé le lien et que la personne était restée 10 secondes et avait quitté parce que c'est pas le bon moment pour elle ou alors c'est pas forcément un sujet qui les intéresse. Carrément d'accord, et tu vois, pour corroborer ce que tu dis, moi j'ai tendance à dire aussi que le fait de balancer sa vidéo en lien externe fait que du coup les gens vont cliquer dessus et ils vont arriver directement sur la vidéo, mais YouTube n'aura pas pu faire ce test de façon native de propulser la vidéo peut-être à un moment précis où la personne peut être dans les bonnes conditions comme tu le dis, et du coup ça limite aussi la quantité de data que YouTube peut obtenir sur l'utilisateur en question, quantité de data qui est pourtant utile pour l'algorithme de recommandation afin de savoir à quel moment la personne va être dans les bonnes conditions pour regarder cette vidéo. Comment est-ce qu'elle va interagir avec? Est-ce qu'elle passe du temps devant la vidéo avant de cliquer dessus? Mhm. À quel moment elle va cliquer dessus? Combien de fois il faut lui recommander pour qu'elle clique dessus? Tout ça, c'est des éléments qui, aujourd'hui, je sais pas, et je sais même pas si quelqu'un pourra le dire, même chez YouTube, je pense pas, mais on ne sait pas clairement quelle importance en termes de pourcentage ça peut avoir dans le fait de mettre en avant ensuite la vidéo, dans le fait que l'algorithme la mette en avant. Mais ce qui est certain, c'est que le fait de laisser les gens venir à la vidéo de par le travail de recommandation fait par l'algorithme offre plus de data à YouTube, et YouTube carbure à la data pour justement ensuite recommander les vidéos aux meilleurs utilisateurs possibles au meilleur moment possible, tout ça est lié. Et du coup, ça permet quand même, ça a quand même une importance dans le travail fait par YouTube qui ensuite peut avoir un impact à terme sur la mise en avant de la vidéo et même en général la mise en avant des vidéos de la chaîne, donc c'est encore plus important. Donc c'est pour ça que moi aussi j'ai tendance à vraiment privilégier le fait, c'est ce que je dis aussi à tous mes clients et c'est ce que je fais avec mes propres vidéos, ne mettez pas en avant vos vidéos de par d'autres réseaux sociaux, ou si vous le faites, attendez peut-être une semaine ou deux
de sorte que, entre-temps, bah, déjà, les fans de la vidéo, les fans de votre chaîne ont pu passer voir la vidéo, et donc ils n'ont pas été forcément biaisés par le fait que le lien venait d'ailleurs ou quoi que ce soit. Et puis, indépendamment de ça, bah, ça laisse aussi à YouTube le temps de faire un gros travail sur le fait d'aller chercher de nouveaux spectateurs, etc., pour quand même avoir une masse critique de vues et de viewers au moment où la vidéo est mise en avant sur une autre plateforme. Euh, Tu vois, Ouais, là, par c'est exemple, clair. dis-moi. Non, non, je disais oui, oui, c'est clair. Et tu vois, par rapport à cette vidéo-là, je pense que là, j'ai pas le détail, je pense que je peux peut-être le trouver. Je crois que c'est en couverture. Proportion de votre trafic total, voilà, LinkedIn, Google Search, LinkedIn, WhatsApp. Tu vois, cette vidéo-là, je l'avais mise en avant par LinkedIn, mais je crois que c'était une semaine ou 10 jours après sa sortie. Mhm. Et il y avait déjà, bah attends, je crois qu'on peut retourner voir, mais il y avait déjà, voilà, on était déjà à 20 000 vues. Donc, je savais que moi, sur LinkedIn, j'ai pas une audience énorme. Je savais qu'il y avait seulement quelques dizaines ou quelques centaines de personnes qui viendraient. Et du coup, le fait de voir qu'il y a, il y a 50 vues, tu vois, qui viennent, enfin 46 vues qui viennent des sources externes, ça me fait me dire, bon, bah, nickel, tu vois, ça va pas biaiser quoi que ce soit, ça va pas biaiser les résultats. Et je sais aussi peut-être que j'ai bien fait de me mettre la vidéo en avant plus tard, parce que peut-être, on ne sait pas, encore une fois, c'est une supposition, mais peut-être que si j'avais mis la vidéo en avant auprès de mon audience LinkedIn dès les premières heures de sortie, peut-être que ça aurait pu un petit peu embrouiller, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme pour l'algorithme, mais ça aurait peut-être pu embrouiller un petit peu le travail de l'algorithme et peut-être diminuer l'efficacité de la mise en avant qui a eu lieu dès le début, qui a pourtant été très très importante, tu vois. Ouais, ouais, complètement d'accord. Franchement, si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur de partager vos vidéos sur les autres réseaux, comme l'a très bien dit Blas, attendez quelques jours, Mm. le temps que l'algo ait vraiment fait son taf et qu'il ait vraiment beaucoup de data et que ça n'entrave pas du coup ces analyses, quoi. Voilà, exactement. Mais Ouais, du coup, ouais, moi aussi je regarde les vues, mais chose que je trouve hyper importante aussi, enfin moi je regarde beaucoup les impressions. Parce ouais, que ouais, ça me ouais. permet, donc ça c'est dans la couverture comme on vous a dit, et ça en fait ça permet de savoir un peu comment YouTube teste la vidéo auprès de l'audience, et ça c'est super intéressant à regarder. Ouais, complètement. Pareil que toi, moi, ça, c'est vraiment la métrique que je vais regarder juste après les vues. Et en réalité, souvent, j'ai tendance un petit peu à associer les deux. Parce que j'aime Ouais, bien voir en fait, j'aime bien voir la façon dont le nombre de vues évolue en fonction de la façon dont le nombre d'impressions évolue. Et ce que je vais faire ouais, souvent, c'est que après avoir regardé les vues dans les grandes lignes, voir un petit peu d'où elles venaient, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, bon bah là on a le même tableau que tout à l'heure, mais je vais faire le même travail, sauf que cette fois je ne regarde pas le nombre de vues, je regarde le nombre d'impressions qui est juste ici. Et moi j'aime vraiment beaucoup voir voir par exemple le nombre d'impressions évoluer dans les fonctionnalités de navigation, parce que ça me fait me dire, ok, bah là c'est cool, YouTube est en train de tester entre guillemets cette vidéo-là auprès d'une audience via surtout la page d'accueil en priorité. Euh, donc ça peut être auprès de nouveaux viewers, auprès de viewers réguliers, peu importe. Mais c'est cool parce que là potentiellement, si ça réagit bien à ce moment-là et que YouTube sent qu'il peut y avoir du potentiel, et bah cette vidéo mécaniquement, elle va être présentée à plus de monde. Donc encore une fois, là aussi, il faut le dire, je pense que c'est important de le préciser dans cet épisode, mais on a toujours tendance à, j'ai justement fait une vidéo sur ce sujet hier, mais on a toujours tendance à se dire, mais c'est normal en tant que créateur, parce qu'on a cette vue-là sur YouTube Studio, on a toujours tendance à se dire, c'est la vidéo qui va être poussée auprès d'une nouvelle audience. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la vidéo qui va chercher des spectateurs, ce sont les spectateurs, en fonction des informations que l'algorithme a sur eux, qui va essayer de leur proposer des vidéos adaptées à eux. Donc ça change quand même le travail, tu vois. Je trouve que ça change un peu l'approche qu'on a dans ce cas-là parce qu'on a tendance à se dire que, ok, bah finalement, c'est pas ma vidéo qui est le centre du monde. Le centre du monde, c'est le spectateur et je dois faire en sorte que ma vidéo soit la plus pertinente pour lui. Euh, je sais pas si t'as des trucs à dire par rapport à ça non, avant non, que je digresse. très cool ce que tu viens de dire, c'est vrai que c'est important à comprendre, notamment tu vois pour faire un bon packaging, etc., bien faire les Ouais, recherches sur l'audience pour voir ce qui pourrait lui plaire, etc. Donc très cool que tu aies dit ça, je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a un gros travail aussi à faire en amont sur l'audience, comprendre du coup bah, qui sont vraiment les personnes qu'on veut toucher pour que vraiment ces personnes-là puissent être intéressées par nos vidéos. exactement, et leur proposer la meilleure qualité possible. Mais du coup, voilà, par rapport aux impressions, moi, c'est vraiment un travail que je vais faire aussi, à toujours regarder pour comprendre en fait un petit peu comment YouTube interagit et s'il y a des signaux positifs ou pas, tu vois. Si je vois qu'il y a de plus en plus d'impressions qui viennent dans les fonctionnalités de navigation, les suggestions de vidéos principalement, surtout ces deux métriques-là, éventuellement les recherches, ça c'est un peu moins le cas avec ma chaîne, c'est une spécificité parce que là, ces temps-ci, je cherche plus à faire de la vue plutôt que Mm. des vues très 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 qualifiées. Mais c'est vrai que dans le cas où on a un business et où on cherche à avoir des spectateurs et donc à terme des prospects ou des clients potentiels qui veulent résoudre un problème très précis, on peut aussi miser sur le fait de faire des vidéos qui répondent directement
à des questions, des problématiques très spécifiques qui rencontrent l'audience qu'on vise. Et dans ce cas-là, on regardera peut-être un peu moins les fonctionnalités de navigation et les suggestions de vidéos, mais peut-être plus les recherches YouTube, parce qu'une grande partie des spectateurs pourrait provenir des recherches YouTube. D'ailleurs, ce qui est intéressant, je sais pas trop quels sont les termes de recherche sur cette vidéo, mais on voit que là où j'ai le meilleur taux de clic et où j'ai la plus grande durée de visionnage, c'est de par les recherches. Tu vois, c'est assez amusant. J'ai pas du tout construit ma vidéo de sorte qu'elle ait ce genre de résultat, mais euh, ok, bah là j'apprends que les gens qui ont fait des recherches sur cette vidéo, enfin qui sont tombés sur cette vidéo via des recherches, souvent ils avaient tapé Cristiano Ronaldo, donc logique vu le sujet, et certains avaient parlé de comment bloquer une chaîne YouTube. Bon, étonnant, étonnant, mais voilà, par rapport aux impressions. Je sais pas si tu as d'autres trucs à dire par rapport à cette partie-là. Ouais, non, juste pour récapituler un petit peu, du coup, au niveau de l'onglet couverture, il y a ouais, vraiment deux choses que nous, on regarde principalement. Déjà, les vues, parce que bah, ça permet d'avoir les petits shots de dopamine qu'on aime bien. Clairement. Mais c'est pas en vrai, c'est pas une data qui nous prouve beaucoup de choses. Sauf si vraiment on pousse l'analyse dans les détails, comme vient de le faire Blas, mais regarder uniquement les vues ne sert pas à grand chose. Et du coup, il faudrait coupler l'analyse des vues avec des impressions pour savoir bah, d'où proviennent ces vues-là, comment est-ce que les gens ont réagi en fonction de leur provenance. Est-ce que c'est plus des gens qui ont cliqué du coup dessus parce qu'ils proviennent, je sais pas, des sources externes, même si c'est pas ce que je pense, mais est-ce que c'est plus des gens qui ont regardé la vidéo sur la page d'accueil, etc., qui nous ont vus par des recommandations YouTube, etc., et d'analyser bah, ces vues, comment est-ce qu'elles ont réagi, est-ce que c'est des gens qui ont regardé beaucoup, enfin longtemps la vidéo, est-ce que le watch time est bon, est-ce que le taux de clic par rapport à telle ou telle catégorie de vues est bon, etc. Vraiment, faut retenir que analyser en fait une data uniquement sans regarder le reste, ça vaut un peu rien sur YouTube parce que bah, tout est corrélé, toutes les datas sont corrélées entre elles. Je suis complètement d'accord et ce que tu as dit m'a fait penser à quelque chose. Je me rappelle j'avais fait un post LinkedIn là-dessus et malheureusement je pourrais pas montrer les datas par souci de confidentialité, mais ce sujet est super intéressant donc j'en parle très rapidement. L'anecdote en tout cas peut inspirer beaucoup de ceux qui nous regardent, je pense. J'accompagne un client depuis quelques mois qui fait de l'achat-revente Vinted et qui en parle sur sa chaîne YouTube. Et ça doit faire, je sais pas, 3 mois, 2, 3 mois de ça, on avait fait une grosse vidéo, pour le coup très orientée réponse à une problématique, tu vois. Lui il vise surtout un public d'étudiants et de jeunes qui gagnent pas beaucoup d'argent et qui ont besoin de faire du cash rapidement. Et donc on avait fait une vidéo sur, je crois, un truc comme comment faire 500 euros avec l'achat-revente Vinted en un mois, un truc comme ça, tu vois. Euh, donc on lance la vidéo, démarrage normal, dans les 24 heures, 24 premières heures, le nombre de vues est assez similaire à celui d'habitude. Et dès le lendemain, dès je sais pas, vers les 25-30 heures depuis la publication, on voit que la vidéo, vraiment, elle monte bien. Tu vois, elle a dû prendre, là où elle était autour des 2000 vues à ce moment-là, elle a dû monter à 10 ou 15 000 dans la journée. Et j'ai pas compris ce qu'il en était. J'ai pas compris d'où venaient les vues. J'ai pas compris pourquoi ça fonctionnait autant. Surtout que pour le coup, c'était pas forcément une vidéo. Certes, c'était une vidéo qui répondait à une problématique qui pouvait toucher du monde, mais c'est pas ce genre de vidéos qui vont être recommandées en masse, surtout en si peu de temps, tu vois. Donc ça m'étonnait. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis justement allé voir, bah, je vais prendre l'exemple de ma chaîne pour le coup, pour vous faire visualiser un peu, mais je suis justement allé dans la couverture, voir plus, source de trafic, et j'ai vu, étonnamment, qu'il y avait une énorme partie des spectateurs qui venaient de la partie externe. Et je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce bordel? Est-ce qu'il en a parlé dans sa newsletter ou quoi? Il me l'aurait pas dit, surtout que sa newsletter était pas assez grosse pour que ça ramène autant de vues. Et en fait, quand je suis ensuite allé dans le détail de couverture et que j'ai vu d'où venaient les vues, donc site ou application externe, j'ai vu que l'écrasante majorité venait de Google Search. Et là, c'était très intéressant parce que je me suis dit, ah ok, donc ça veut dire qu'en fait, on a réussi à toucher correctement une problématique que beaucoup de gens peuvent essayer de résoudre via Google. Donc les gens, je pense, devaient taper, je sais plus les termes exacts, mais comment faire de l'argent avec Vinted, une connerie comme ça. Et YouTube avait compris que cette vidéo-là pouvait tout à fait répondre à cette problématique-là. Donc ils ont commencé à la mettre en avant dans Google Search, en fait, directement via la barre de recherche Google. Et donc ce genre de choses, bah, qu'est-ce que ça nous permet d'apprendre? Déjà, il y a plus le mystère d'où viennent les vues, pourquoi il y a autant de vues et tout. Là, c'était limpide comme de l'eau de roche parce que ou l'eau de source, je sais même plus comment ça se dit, mais mais en tout cas, c'était limpide. On savait clairement d'où venaient les vues et pourquoi. Et ben, on savait que c'était grâce au fait qu'on avait mis le doigt sur une bonne problématique. Et en fait, qu'est-ce que ça nous apprend pour la suite? Bah, ça nous laisse penser que il faut réussir à trouver d'autres problématiques comme ça qui nous permettraient typiquement de bien se positionner sur Google Search
pour aller chercher de la vue qualifiée et derrière aller générer des leads. Donc c'est ça en fait, tu vois, mine de rien, ces datas-là qui paraissent peut-être un peu obscures, parfois très abstraites pour le commun des mortels, ce qui est normal d'ailleurs, bah en fait elles nous apprennent énormément, énormément de choses et ça peut tout à fait aussi, pas transformer, mais en tout cas nous permettre d'ajuster notre stratégie YouTube pour derrière aller chercher plus de leads qualifiés. Ouais, mais totalement. Et en plus, bah, il y a certaines vidéos, certaines niches qui sont plus aptes à recevoir du Google Search. Parce que Ouais, par exemple, du coup, mon client qui est dans la bourse, là, lui, il a une vidéo pareil qui a explosé. Et bah, c'était Google Search aussi. Et juste parce qu'on a mis le terme S&P 500, tu vois, dans le titre, et qu'en fait, bah, enfin, tous les gens recherchaient S&P 500 sur Google, tombaient sur sa vidéo parce que, bah, pareil, Google a su le mettre en avant. Et c'est pour ça que j'aimerais peut-être revenir un petit peu sur ce que j'ai dit. Pour moi, les sources externes, c'est vraiment très mauvais, sauf du coup si ça provient de Google Search, parce que les gens du coup qui cherchent enfin qui tombent sur nos vidéos via Google sont quand même des gens qui sont super intéressés parce qu'ils ont pris le temps de taper la recherche sur Google et enfin ils ont vu que notre vidéo était proposée dans les premières et ils savent que c'est une vidéo qui va répondre à leurs attentes. exactement. Et tu vois, je trouve que Google Search c'est une des rares exceptions parce que justement, dans le cas de Google Search, c'est vraiment, disons que c'est Google, YouTube et Google qui eux-mêmes font le travail de Ouais, façon native. Donc c'est une source externe, mais ce n'est pas nous qui l'avons influencé, c'est vraiment Google qui a fait le travail lui-même. Et puisque Google, comme YouTube, hein, peut-être même plus que YouTube, a une quantité de data énorme sur les utilisateurs, il est capable du coup de faire les bons choix, même si c'est jamais exact, hein, parfaitement exact, mais il est capable de faire les bons choix pour bien recommander les vidéos aussi. Et tu vois, je me permets de t'en parler très rapidement parce que il peut peut-être toujours y avoir des sortes d'exceptions à cette règle-là. Mais j'avais l'exemple d'un ami qui a toujours une chaîne, mais il alimente moins. Mais il faisait une chaîne autour de la futurologie. Et sur cette chaîne-là, il parlait beaucoup de voitures électriques, de technologie, de réchauffement climatique, etc. Et il avait fait une vidéo, une très très grosse vidéo il y a 3 4 ans, sur le mensonge des voitures électriques. Et c'était une sorte de grosse vidéo documentaire débunkage des voitures électriques, des problèmes qu'il y avait derrière. Et cette vidéo avait beaucoup de potentiel, mais elle a bidé, tu vois, elle a vraiment bidé sur les premiers jours, premières semaines de sortie. Et ce qui s'est passé, c'est que un beau jour, comme ça, sans aucune raison, elle a explosé, de sorte à aller chercher, je crois qu'elle s'est positionnée au bout d'un moment à 140 ou 150 000 vues, alors qu'il avait une chaîne à 3000 abonnés à l'époque, et qui faisait 2 3 000 vues maximum à je pense que l'époque. je l'ai vu passer. Ah peut-être, bah, je te l'enverrai ensuite en privé. Bah attends, bah, je peux peut-être même la retrouver juste pour l'anecdote, je vais vous la montrer. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à savoir, c'est que en creusant avec lui derrière, je me demandais, mais comment ça se fait que ta vidéo est pétée, etc. Et il m'a dit, mais en fait, je suis allé voir dans les stats et j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de... Voilà, c'est celle-ci. Tu la vois bien? Ouais. C'est celle-ci. Et en fait, il a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de vues qui venaient des sources de trafic externes. Et en creusant, il a remarqué que la vidéo avait été partagée dans un forum de gens qui étaient fans du sujet. Et tu vois, dans ce forum, il devait y avoir quelques centaines de personnes. Et du coup, ces quelques centaines de personnes étaient allées voir la vidéo. Et ça a donné à YouTube assez de data pour qu'il puisse dresser une sorte de profil type de personnes intéressées par ce genre de vidéo. Et il a recommandé ensuite en masse, en masse, en masse, en masse. Et c'est là que ça a permis à la vidéo d'exploser. Donc, encore une fois, c'est une rare exception. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il contrôlait. C'est quelqu'un qui a fait le travail à sa place. Mais ça peut quand même être intéressant dans ce genre de cas où le fait de partager dans une source externe permet à YouTube, ça encore une fois on ne contrôle pas trop, mais permet à YouTube de pouvoir dresser un profil type qui serait intéressé par la vidéo et à terme de pouvoir la recommander en masse à ce genre de personnes via les recommandations. Super intéressant, c'est vrai que j'ai pas encore eu de cas comme celui-ci via les forums. Donc trop cool, super intéressant. Et pour finir, peut-être sur l'onglet couverture, on va parler quand même d'un sujet que les gens adorent, c'est le taux de clic. Ah ça, on n'en parle pas. Le taux de clic, parce que bah, les gens se basent beaucoup dessus. Pour eux, Mm. c'est vraiment le Graal, il faut avoir un bon taux de clic à tout prix. Quelle est ton opinion, toi, là-dessus? Je sais que justement, ton avis a changé après qu'on ait discuté. Enfin, que ton avis, depuis qu'on se connaît, du coup, a pas mal changé sur le sujet. Peut-être par quelle analyse est-ce que tu as faite et pourquoi est-ce que tu as changé d'avis depuis qu'on se connaît? Alors, mon avis a évolué. Je dirais pas qu'il a radicalement changé, il a évolué, mais je suis toujours très mitigé sur la question. J'ai l'impression que sur le point du taux de clic, et en réalité c'est pareil pour le pourcentage de durée de visionnage et même la durée de visionnage, tout ça, j'ai Mm. l'impression que j'ai pas vraiment d'opinion tranchée. Pourquoi? Parce que bah, toi, quand tu m'as connu, je recontextualise rapidement pour les spectateurs, mais je jurais beaucoup par le taux de clic aussi. Il y a 6, 8, 10 mois, je jurais beaucoup par le taux de clic. Et puis en fait, au fur et à mesure, bah, j'ai lu beaucoup de documentation sur le sujet.
On en a beaucoup parlé. J'ai fait des tests de mon côté aussi et j'ai réalisé que certaines vidéos pouvaient très bien fonctionner, voire aller chercher un public très qualifié sans forcément avoir un taux de clic très important. Donc ça a remis un petit peu en question ce que je pensais. Et surtout, j'ai réalisé que, évidemment, le taux de clic de base, c'est une moyenne. C'est une moyenne du nombre de personnes qui cliquent sur la vidéo en fonction d'un échantillon à qui elle est proposée. Le truc, c'est que le taux de clic, parce que là, on a le taux de clic, tous les taux de clic que vous voyez ici, là, donc celui-ci, 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 etc. Tout ça, c'est des moyennes. Donc, c'est les taux de clic moyens pour telle source de trafic. Or, on a un taux de clic ici général, celui de 9,9%. Le problème, c'est que ça, c'est une moyenne de moyenne. Parce que ce taux de clic-là, c'est la moyenne de tous ces taux de clic en proportion du nombre de vues qu'ils prennent. Et le truc, c'est que moi, à l'époque, quand on a commencé à discuter, je me basais encore beaucoup sur ce genre de taux de clic-là. Je regardais encore beaucoup le taux de clic général, alors que le taux de clic général ne veut rien dire, strictement rien dire, parce que c'est une moyenne de moyenne. Donc, c'est avec, enfin, truc qui te donne moins d'infos, tu meurs, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à affiner un petit peu mon analyse en me concentrant désormais plutôt sur les sources, les taux de clic par source de trafic. Donc maintenant, je ne regarde plus le taux de clic général, mais plutôt celui par fonctionnalité de navigation, suggestion de vidéo, tout ça. Et j'en fais pas non plus, je ne le sacralise pas. Là où à l'époque, je le sacralisais, aujourd'hui, je prends plus ça avec des pincettes et je me dis, tiens, là, si je vois que le taux de clic, par exemple, dans les fonctionnalités de navigation, donc les recommandations, est au-delà de 8, 9, 10%, c'est plutôt bon signe dans le sens où ça indique qu'il y a quand même un intérêt du public plus ou moins important pour ce sujet, cet angle-là, ou alors le taux de clic, enfin le combo titre miniature, pardon, donc le packaging de la vidéo. Euh, donc je me dis peut-être que c'est un bon signal. Et tu vois, je le vois par exemple avec ce format-là. Ce format-là, en général, fait beaucoup plus de vues. J'ai déjà fait 3 vidéos comme ça sur ma chaîne. Il fait beaucoup plus de vues que les autres vidéos. Et j'ai l'impression quand même que le taux de clic dans les fonctionnalités de navigation de ce genre de vidéo est plus important que dans les vidéos classiques que je fais sur ma chaîne. Maintenant, je tiens à apporter aussi un gros point auquel je ne pensais pas avant, mais qui est réel et on en a peut-être parlé plusieurs fois. Mais le taux de clic aujourd'hui, faut pas non plus sacraliser. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens vont se dire bon taux de clic est égal à viralité assurée. Alors que non. En réalité, le taux de clic est la conséquence d'une vidéo qui part virale. Parce que ça veut simplement dire que le public clique beaucoup sur la vidéo. Donc voilà un peu mon opinion aujourd'hui sur le taux de clic. Je le regarde parce que je trouve que c'est une métrique intéressante et je vois quand même qu'il y a souvent une grosse corrélation entre le packaging qu'on va mettre, à quel point est-ce qu'il est qualitatif, à quel point il est aligné avec le public qu'on vise, et derrière le fait que le taux de clic évolue. Mais encore une fois, je ne le sacralise pas non plus. C'est une métrique parmi d'autres. Faut pas le prendre uniquement pour argent comptant, et il faut toujours aller chercher un petit peu au-delà de ça, quoi. Ouais, tout à fait. Vraiment, t'as tout à fait raison. Moi, peut-être si je peux rajouter quelques petits trucs. Moi, du coup, c'est vrai que le taux de clic chez Vidali Studio, mon agence, c'est quelque chose qu'on regarde parce que c'est vrai que c'est quand même une métrique importante. Mais ce que j'aimerais que les gens retiennent en regardant cet épisode-là, c'est qu'il ne faut pas baser son opinion uniquement sur le taux de clic. Ouais, Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont trop tentés de le faire. Et aussi, bon, ça c'est une petite parenthèse à part, mais trop de media makers qui comprennent pas vraiment aussi comment fonctionne le taux de clic, parce qu'ils vont promettre des taux de clic exorbitants, alors que si c'est pas le cas, ça veut pas forcément dire que la vidéo n'est pas bonne. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'un taux de clic, en fait, ça dépend de trop de choses. Ça dépend pas uniquement du packaging, même si le packaging a une grosse responsabilité là-dedans. Le taux de clic va dépendre en réalité de beaucoup d'autres choses qui ne sont pas forcément à la portée du créateur. Par exemple, la taille du marché. Forcément, si vous êtes hyper niché et que en fait vous parlez d'un truc où la majorité des gens ne comprennent pas ou que ça n'intéresse pas la majorité des gens, forcément il va y avoir moins de clics dessus. Donc ça c'est hyper important à prendre en compte aussi. Est-ce que mon marché est gros? Est-ce que les gens, est-ce qu'on a packagé la vidéo de telle sorte à ce que le maximum de gens puissent comprendre? Ça c'est hyper important, mais ça va également dépendre dans un dans une moindre proportion, mais ça va également dépendre de la durée de la vidéo. Est-ce que la vidéo elle est simple à consommer et je peux la regarder en 5-10 minutes et donc je peux prendre le temps pour cliquer dessus maintenant, ou est-ce que la vidéo fait 1 heure et donc j'ai pas le temps de la regarder tout de suite et je vais décaler ça à plus tard et donc forcément je vais pas cliquer dessus tout de suite. Donc ça c'est aussi une métrique à prendre en compte, enfin, un élément qui joue sur le CTR. Et troisièmement, je voudrais revenir du coup à ce que j'ai dit au début de la vidéo quand j'expliquais l'algorithme. Évidemment, le CTR, il va généralement être meilleur au début. Pourquoi? Parce que Mm. je vous disais que en fait, la vidéo va d'abord être montrée au groupe A, qui est nos groupes de fidèles, de spectateurs réguliers généralement, et des gens qui sont les plus susceptibles de cliquer sur la vidéo.
Donc évidemment qu'au début, le CTR sera plus important que sur le reste de la vidéo, sur la durée. Mais je veux pas que vous vous alarmiez non plus si le CTR diminue. Ça veut pas dire que votre vidéo est nulle, encore une fois, ni votre packaging, etc. Ça peut simplement dire que YouTube élargit votre audience et qu'elle teste la vidéo auprès de nouvelles personnes. Et donc, forcément, c'est des gens qui seront peut-être pas forcément intéressés par votre vidéo. Donc ça, c'est aussi hyper important à prendre en compte parce que s'il y a une baisse du CTR, c'est pas grave, faut pas tout de suite changer la miniature, faut pas tout de suite changer le titre, parce que ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode. Mais l'A/B testing, s'il est mal fait, ça peut être très nuisible pour une vidéo. Donc voilà, en gros, je veux juste que vous reteniez qu'un mauvais CTR, c'est pas forcément mauvais signe, que ça peut dépendre de la taille du marché, de l'heure à laquelle on publie, bon, ça c'est en moindre mesure, mais aussi de la durée de la vidéo, etc. Et que ça dépend pas uniquement du packaging, et que il va forcément, enfin, dans la majorité des cas, diminuer au fur et à mesure que la vidéo est étendue à une cible plus large. Exactement, et tu vois, j'ai même envie de dire que dans certains cas, et dans le genre de cas dont tu parles, c'est même kiffant de voir son taux de clic diminuer. De Alors, fou, moi je dans suis les trop médias, contente. non. Mais pourquoi? Mais oui, parce que justement, ça veut dire que la vidéo est beaucoup plus recommandée auprès de nouveaux spectateurs. Et évidemment, dans ce travail-là, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas cliquer dessus parce qu'ils ne sont pas intéressés. Donc, mécaniquement, le taux de clic va baisser, puisqu'encore une fois, c'est la conséquence du nombre de gens qui cliquent dessus. Mais pour autant, c'est bon signe, parce que ça veut quand même dire que YouTube fait ce travail de testing, de mise en avant de la vidéo afin d'augmenter sa découvrabilité. Et bon, en tant que créateur, encore une fois, ça dépend de nos objectifs, mais souvent, c'est ce qu'on va chercher pour aller être découvert auprès d'une nouvelle audience et puis élargir un peu sa visibilité. Donc carrément, t'as tout dit et je suis carrément aligné avec ça. Mais c'est ça, moi franchement, quand le CTR de mes clients il baisse, je suis limite plus contente qu'eux, tu vois, parce que je sais qu'en vrai c'est bon signe. Bon, Hum. évidemment, il y a certains cas enfin, il faut vérifier, mais je sais que généralement c'est bon signe parce que ma vidéo elle est montrée, tu vois, à plus de personnes. Et pour vous montrer ça, bon, évidemment, c'est ça, c'est pas, c'est pas le type de vidéo que nous on veut faire pour nos clients, mais par exemple, MrBeast, lui qui fait des millions et des millions de vues, lui c'est pas rare que ses CTR soient à 2 ou 3%. Et pourtant, il n'est pas alarmé parce qu'il sait que c'est juste parce que sa vidéo, elle est montrée à un très large public. Donc c'est vraiment un point qu'il faut retenir. Le CTR tout seul ne veut rien dire. Et de même que pour toutes les autres datas sur YouTube, tout est corrélé et il faut analyser vraiment pourquoi est-ce que le CTR diminue, s'il diminue. Et vous verrez que dans la majorité des cas, ça peut être un bon signe. Exactement, t'as tout dit, j'ai rien à rajouter. Et du coup, je pense qu'on peut passer à la partie engagement si tu veux. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais. Euh, Par quoi commencer? Parce qu'il y a beaucoup de data par ici. On a éventuellement la courbe de rétention. Même ça, tu vois, ça, j'ai pas pensé dans les éléments que j'ai notés pour cette vidéo, mais le taux de clic sur un élément d'écran de fin, moi, ça, je regarde beaucoup. Euh, éventuellement, la partie j'aime, commentaires, etc. La durée moyenne de vue, les pourcentages de visionnage, etc. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, toi, dans toute cette partie-là, est-ce que tu as un peu un mythe à déconstruire ou une, une croyance, quelque chose sur laquelle tu as envie de rebondir? Mythe à déconstruire, je ne sais pas. En tout cas, moi, la première chose que je regarde ici sur cet onglet engagement, ça va être la durée moyenne d'une vue, parce que Hmm. c'est super important. Et en fait, YouTube, il prend énormément ça en compte pour, du coup savoir si la vidéo est plaît et si du coup il va la partager à d'autres gens. Pourquoi? Parce que en fait, c'est dans l'intérêt de YouTube de faire rester les gens sur la plateforme, et plus les gens vont rester du coup sur la vidéo, plus YouTube va gagner de l'argent, et donc plus YouTube va avoir envie du coup de partager cette vidéo au plus grand nombre. Donc ça, c'est hyper important. Moi, on m'a déjà posé la question, est-ce que c'est plus intéressant de regarder la durée moyenne d'une vue ou le pourcentage moyen de vidéos regardées? Et ma réponse, c'est, enfin, tu me diras si tu es d'accord avec moi, hein, mais c'est toujours privilégier la durée moyenne d'une vue parce que c'est toujours en fait le watch time qui va primer pour YouTube, parce que comme je l'ai dit, c'est ce qui fait gagner de l'argent à YouTube. Et si par exemple, attends, c'est quoi là? Je vois pas très bien, C'est mais 24,5. ouais, mais en 24,5 gros, de entre une pourcentage. vidéo, tu vois, qui est peut-être très courte, qui fait, je sais pas, 5 minutes, mais qui a 60% en pourcentage de vidéos regardées, ça va être moins valorisé par YouTube qu'une vidéo qui fait 1 heure et qui a 10 minutes de pourcentage moyen de vidéos regardées. Donc là, au prorata, c'est plus faible pour cette seconde vidéo-là, mais comme le watch time est meilleur, les gens restent plus sur la plateforme et du coup, YouTube
va d'abord montrer cette vidéo-là parce que bah, c'est ce qui fait gagner de l'argent à YouTube. Tu vois, par rapport à ça, j'ai eu plusieurs grilles de lecture aussi. Fut un temps, je regardais pas du tout la durée moyenne de visionnage, le pourcentage moyen de vidéos regardées, Ah ouais. etc. Ensuite, mais ça remonte vraiment à, ça doit faire 4 ans, hein, ça fait vraiment longtemps. Ensuite, j'ai commencé à le regarder, euh, mais je me rendais pas forcément compte de son importance. Puis, il y a eu l'époque, il y a encore un an, bon, à peu près, je dirais, où je me disais, il faut obligatoirement que le, que ce soit le watch time ou que ce soit le pourcentage moyen de vidéos regardées, il faut que ce soit très élevé pour qu'on ait des chances que notre vidéo soit mise en avant, etc. Et en fait, encore une fois, c'est un petit peu comme le taux de clic, j'ai tendance à être un peu mitigé sur ce genre de data aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que bah, cette vidéo en est un très bon exemple. Le pourcentage moyen de vidéos regardées ici est très mauvais parce que ça veut dire en moyenne, encore une fois, ça reste des moyennes, donc c'est très important de le préciser. Mais un spectateur sur 4 regarde la vidéo en entier. En tout cas, le pourcentage moyen de vidéos regardées, c'est 25%. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de spectateurs qui n'arrivent pas jusqu'à la fin. Et pourtant, la vidéo a bien fonctionné, tu vois. Pareil pour la durée moyenne d'une vue, on est à 2 minutes 5, donc ça reste assez bas, ça reste même très bas. Et j'ai des vidéos sur ma chaîne qui ont une bien meilleure durée moyenne de vue, mais qui n'ont pas du tout aussi performé. Moi, je pense qu'encore une fois, c'est vraiment à mettre en, comment dire ça, à mettre. Faut prendre du recul. Ouais, en fait, il faut prendre du recul et prendre en compte les autres data qu'il y a sur la vidéo, et notamment, en fait, aller même au-delà de la data, en regardant le sujet et l'angle de la vidéo, l'idée générale de la vidéo. Parce que je me dis, ok, certes, cette vidéo-là, elle a pas un bon pourcentage moyen de vidéos regardées, elle a pas non plus une bonne durée moyenne de vue. Mais d'un autre côté, déjà, ça reste des moyennes, donc peut-être que dans tout ça, en fait, il y a, je sais pas, sur 50 000 spectateurs, peut-être qu'il y en a 30 000 qui ont regardé 2 minutes de la vidéo, peut-être qu'il y en a 10 000 qui ont regardé, peut-être qu'il y en a 10 000 ouais, qui ont regardé 10 minutes, et peut-être qu'il y en a 10 000 autres qui ont regardé les 8 minutes 30 entières, tu vois. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte parce que mine de rien, ça veut quand même dire que ça reste une moyenne et on ne sait pas exactement quel est le détail de l'interaction des gens avec cette vidéo-là. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont regardé la vidéo en entier que ce qu'on pense, mais qu'il y a une grosse partie qui l'a regardé très peu et qui vient biaiser le tout. Et puis surtout, je me dis, je pense quand même que YouTube est capable de vite repérer, je sais pas trop quelle métrique il utilise pour ça, mais je pense que YouTube est capable de repérer, alors de par le sujet de la vidéo qu'on lui a présenté, de par tout ça, comprendre à quel point est-ce que la vidéo qu'on a faite est plus ou moins unique dans sa thématique et à quel point elle apporte de la nouveauté et auquel cas peut-être la mettre en avant plus facilement qu'une vidéo qui serait plus générique, même si elle avait plus de watch time et plus de durée moyenne de vue en moyenne, tu vois. Donc, je sais pas trop ce que t'en penses. Moi, je suis un peu mitigé là-dessus. Et j'avoue que quand je vois ce genre de vidéo, encore une fois, là, cette vidéo-là, c'est un exemple parmi d'autres. Faut pas se baser sur une seule vidéo pour tirer des conclusions. Mais ça me pose quand même question. Et je pose vraiment la question, tu vois, avec toi ou avec ceux qui nous regardent, de me dire, mais finalement, après tout ça, tu vois, et j'ai d'autres exemples aussi de vidéos qui n'ont pas des bons pourcentages moyens de vidéos regardées, qui n'ont pas forcément une bonne Mhm. moyenne de vue, et qui pourtant ont vraiment pété les scores à hauteur de plusieurs centaines de milliers de vues. Et donc, ça m'amène à me poser la question quand même de à quel point est-ce que finalement cette durée moyenne de vue ou le pourcentage moyen de vidéos regardées est important. Évidemment qui joue. Évidemment aussi que si, en général, on veut vendre à notre audience derrière, si on veut créer un lien avec elle, évidemment que c'est super important. Mais dans le cadre de la viralité, spécifiquement viralité, est-ce que c'est si important que ça? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors c'est ce que j'allais dire. Ça dépend vraiment de l'objectif de la vidéo, si c'est plus la viralité ou la conversion. Enfin, je sais que pour mes clients, c'est plutôt la conversion. On va pas trop chercher la viralité, donc c'est vrai que nous, on essaye de faire en sorte que bah, il reste le plus longtemps sur la vidéo parce que c'est important pour nous, parce que ça veut dire que le contenu est pertinent pour résoudre la problématique de la cible, mais également du coup que la vidéo les intéresse. Mais encore une fois, en fait, c'est hyper important de prendre du recul, comme tu l'as si bien dit, hein, mais de prendre du recul et de voir aussi depuis combien de temps la vidéo a été publiée. Parce qu'en fait, Ouais. c'est une métrique qui fonctionne exactement de la même manière que le CTR. Et donc, le watch time, enfin, la durée moyenne d'une vue va être meilleure au début, puisque bah, ça va être montré déjà aux gens tu vois, qui sont les plus susceptibles de cliquer dessus. Et qu'au fur et à mesure, encore une fois, et comme le CTR, et c'est pour ça que prendre vraiment une métrique et vraiment baser ses décisions dessus, ça ne sert à rien sur YouTube, et que tout est corrélé, c'est que bah, plus on va élargir l'audience, encore une fois, et plus cette durée moyenne-là d'une vue aura tendance à baisser. Pourquoi? Parce que c'est des gens, encore une fois, qui sont pas forcément dans notre cible et juste la vidéo les a attirés, mais finalement ils se sont rendus compte que bah en fait ils voulaient pas la regarder et du coup ils sont partis. Et en fait, ça c'est hyper important à prendre en compte. Euh, c'est vrai que nous quand même, on a tendance à beaucoup regarder la durée moyenne d'une vue parce que pour nous, notre cas c'est intéressant, mais c'est vrai qu'il faut quand même regarder bah, l'objectif de la vidéo et depuis combien de temps du coup elle a été publiée, puisque ça aura quand même de grosses répercussions
sur ces stats-là. Complètement. Et tu vois, on peut même aller. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire, je le fais pas systématiquement, mais parfois quand j'ai envie d'avoir un peu plus d'infos sur la façon dont les spectateurs interagissent directement avec la vidéo, donc en termes d'engagement pur et dur, combien de temps ils passent devant, etc. J'aime bien, il y a plusieurs possibilités. Soit déjà, on peut directement aller d'en voir plus et puis voir un petit peu, bah, à nouveau, segmenter en fait la durée moyenne de visionnage et le pourcentage moyen de vidéos regardées par source de trafic, encore une fois. Donc, là, par exemple, on voit que dans les fonctionnalités de navigation, bah, les gens en général ont tendance à regarder moins longtemps que si ils étaient, par exemple, que s'ils venaient des suggestions de vidéos, ou que s'ils venaient des playlists, ou que s'ils venaient de la recherche YouTube, tu vois. Tu sais que, Euh, juste, pardon, hein, je te hum, coupe vite fait, mais juste les playlists, moi je me suis rendu compte que c'était trop puissant. Très puissant les Genre, playlists, hein, ouais, 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 c'est clairement. trop puissant, les gens qui regardent les playlists. Bon, déjà, tu vois, nous on est dans un but de conversion avec nos clients. Donc le but c'est vraiment que tu vois qu'ils rentrent dans un tunnel de vente, qu'ils regardent une vidéo, puis qu'en fait ils se closent tout seuls à force de regarder toutes les vidéos. Donc on fait des playlists parce que c'est super intéressant. Mais du Hum. coup, ouais, en termes de durée moyenne d'une vue, les gens qui regardent sur les playlists, vraiment, c'est quasi dans la majorité des cas, hein, enfin, pour mes clients en tout cas, c'est vraiment ceux qui regardent le plus longtemps à chaque fois les vidéos et qui sont aussi enfin, ceux qui interagissent le mieux. Donc je trouve ça super intéressant à mentionner aussi. Si vous voulez faire des playlists, ça peut être super intéressant pour vous. Complètement, et tu vois, je vais voir dans couverture, je sais pas trop quelles sont les playlists en question. Bah, ils me le précisent pas, ça c'est dommage, j'aimerais bien le savoir. Mais ouais, c'est assez dingue de voir comment ça réagit. En tout cas, tu vois, pour en revenir à ce que j'allais te dire, on peut toujours aller plus loin. Donc, soit on va dans les sources de trafic et on voit un petit peu quelle est la durée moyenne de vue ou même le pourcentage moyen de vidéos regardées. Je crois qu'on peut le rajouter. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Non, on peut pas le rajouter. Non, je sais plus. Ah si, si, pourcentage moyen de vidéos regardées, ouais, exact. Il est là. Voilà. Et là, on peut voir directement par source de visionnage à quel point est-ce que les spectateurs vont loin. Donc, playlist, comme tu le dis, là, en moyenne, on a 65% de vidéos regardées Ouais, c'est depuis les ça. playlists, donc c'est énorme. Dans les recherches YouTube, quasiment 45%. Et dans les suggestions de vidéos, on est à 27%. Donc ça, c'est toujours un travail qu'on peut faire. Et on peut aussi aller plus loin. En allant directement dans aperçu, on descend, on va d'en voir plus pour la rétention. Et là, on peut directement voir donc la courbe de rétention. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime bien regarder. Qu'est-ce que c'est la courbe de rétention? En gros, c'est simplement à quel point est-ce que les spectateurs sont présents sur la vidéo tout au long de la vidéo. En général, ça, bon, c'est le cas en général, hein, mais à la fin de la vidéo, il y a moins de spectateurs qu'au début parce qu'évidemment, bah, c'est la fin et donc il y a beaucoup de gens qui sont partis entre temps. En général, au début, on a beaucoup, beaucoup de spectateurs parce que les gens restent au début puis partent petit à petit. Mais tu vois, ça nous permet de savoir un petit peu, bah, à chaque étape de vie de notre vidéo, à quelques secondes près, à quel point est-ce qu'on a du monde sur la vidéo. Et on peut faire ce travail en allant encore plus loin dans l'analyse de l'audience en segmentant le tout par abonnés et non abonnés ou spectateurs nouveaux et réguliers. Et ça, j'aime bien le faire parce que souvent, ça me permet de voir des grosses disparités. Tu vois, on voit, et ça, c'est pas une grande surprise, mais on voit par exemple que les abonnés regardent la vidéo beaucoup, beaucoup plus longtemps. Là, c'est la courbe en bleu, beaucoup plus longtemps que les non-abonnés. Mais c'est normal parce que généralement, les abonnés sont ceux qui sont les plus engagés avec moi-même, ceux qui me connaissent bien. Euh, Puis là, c'était une vidéo particulièrement virale, donc il y a eu beaucoup de non-abonnés. Et on peut faire pareil avec spectateurs nouveaux et réguliers, donc apporter cette petite nuance. Et là, c'est assez amusant, hein, on voit que les courbes sont plus les mêmes. Donc évidemment, là, c'est encore une fois les spectateurs réguliers qui regardent le plus longtemps, sans grande surprise. Euh, mais les courbes n'ont plus exactement les mêmes têtes par rapport à abonnés et non-abonnés. Tu vois, donc il y a des petites disparités et ça peut. Là, sur cette vidéo-là, les différences sont pas non plus phénoménales, mais on peut parfois avoir des énormes différences entre la rétention en fonction de d'où viennent les audiences, de qui sont les audiences. Et ça, c'est éventuellement quelque chose qu'on peut regarder aussi. Ouais. Bah ça c'est une métrique qui est intéressante à regarder. C'est vrai, surtout tu sais, depuis la nouvelle fonctionnalité de pouvoir segmenter du coup bah, comment est dispersé ça là par rapport aux abonnés, non-abonnés, nouveaux spectateurs, etc. Après, peut-être pour pas perdre les gens qui nous regardent et vraiment se concentrer sur le principal, tu sais, juste montrer. Attends, tu peux fermer ça s'il te plaît? Yes. Voilà, juste cette courbe-là, déjà, elle en dit beaucoup. Donc évidemment, hein, si vous voulez vraiment pousser le truc, vous pouvez faire ce que Blas a fait. Et vraiment, c'est super intéressant à regarder. Mais déjà, cette courbe-là, elle en dit beaucoup. Parce que du coup, on peut voir déjà, et c'est super important enfin, moi, je trouve que c'est super important. Mais vous savez, dans une vidéo, c'est vraiment les 30 à 40 premières secondes qui sont pour moi primordiales. Parce que, bah, en fait, c'est ce qui va faire que les gens vont avoir envie de regarder le reste de la vidéo. Et du coup, nous, ce qu'on fait pour nos clients, c'est qu'on essaie de garder le maximum de rétention au-delà de 40 secondes de vidéo, 30-40 secondes. Pourquoi? Parce que, bah, comme je l'ai dit, c'est vraiment
ça qui va conditionner le fait que les gens voudront regarder ou pas le reste. Parce qu'on va teaser dans l'intro, on va donner des éléments qui donnent envie de regarder, etc. Et ça va faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible. Et donc là, on peut voir que la vidéo, enfin, au-delà des 30 secondes, il y a encore 65% des spectateurs qui regardent la vidéo. Donc ça, c'est un bon score. Il faut savoir que au début de chaque vidéo, il y a un gros drop et c'est normal. C'est les gens en fait qui se rendent compte qu'ils ne sont pas vraiment intéressés par la vidéo et qui vont aller quitter la vidéo, cliquer sur une vidéo qui leur est proposée sur le côté pour voir si une autre vidéo leur correspondrait mieux. Donc c'est normal qu'il y ait ce gros drop au début, mais sachez que si votre intro elle est bien travaillée, que vraiment vous savez bien ce qui va se passer et que ça reprend la promesse qui a été faite dans le packaging pour pas tromper le viewer, eh ben il faudrait idéalement qu'il y ait un score qui soit au-dessus de 60%, 60-65%, au-delà de 30 secondes, puisque si c'est inférieur, si c'est en dessous encore de 50%, ça voudrait dire qu'au bout de 30 secondes, vous perdez déjà la moitié de l'audience. Donc ça, ce serait une grosse erreur. Et c'est pour ça qu'il est super important de vraiment travailler en fait l'introduction pour que les gens restent et aient envie de rester le plus longtemps possible sur la vidéo. Absolument d'accord. Et c'est même un travail en réalité qu'on peut faire. Bon là, je vais loin à ceci parce que j'adore ça et que je l'ai fait pour plusieurs clients, tu vois. Mais on peut tout à fait regarder les 30 premières secondes, donc qui sont là, qui sont toujours dans cette sorte de zone bleue au début. Puis de toute façon, c'est indiqué juste en dessous combien de pourcents de spectateurs vous avez dans cette zone-là. Mais on peut aussi aller encore plus loin en allant regarder le reste de la vidéo et essayer de comprendre pourquoi. Bon là, c'est pas un bon exemple, mais pourquoi est-ce qu'ici il y a tel ou tel pic, tu vois. Je vais essayer de trouver une Ouais. autre vidéo sur ma chaîne. T'as pas trop de pics là, elle est assez lisse la vidéo. Ouais, elle est très lisse, tu vois. Je vais essayer de Ouais, c'est pas trouver. mal, hein. Ça veut dire que c'est constant. Ouais, c'est ça. Bon, celle-ci, c'est pas un bon exemple. Elles sont très lisses. J'ai peut-être mieux. J'ai peut-être mieux. Peut-être que celle-là en fait partie. Ouais, vite fait. Il faudrait que, bon, celle-là, c'est peut-être la plus piquante qu'on puisse avoir, mais il faudrait que j'aille voir sur d'autres chaînes, que je puisse vous présenter sur d'autres chaînes. Mais en gros, et ça d'ailleurs, c'est un travail que j'avais fait quand je bossais dans l'équipe de Yomi. Euh, Lui, sur ses courbes de rétention, t'avais énormément de pics, tu vois. Il faisait beaucoup de vues sur ses vidéos, mais t'avais énormément de pics et c'était pas lisse du tout. Et du coup, une fois, j'avais, là, pendant plusieurs semaines, j'avais été amené à récupérer toutes les courbes de rétention de ces, je crois, 20, 30, 40 dernières vidéos, je sais plus. Et le but, c'était de les analyser par format. Donc, tu vois, on regardait les courbes de rétention des vlogs qu'il faisait sur sa chaîne, les courbes de rétention de ses vidéos face caméra, les courbes de rétention d'autres formats. Et le but, c'était vraiment à partir de ces courbes-là, tiens, là, on voit qu'il y a un pic. Pourquoi est-ce qu'il y a un pic? S'il y a un pic, ça veut dire qu'il y a plusieurs spectateurs qui sont revenus sur cette partie-là. Pourquoi est-ce qu'ils sont revenus? Là, on voit qu'il y a une grosse chute au début. Bon, bah, la chute du début, elle est normale, mais là, on voit par exemple que ça baisse progressivement pendant 3-4 minutes. Pourquoi ça baisse pendant 3-4 minutes? Pourquoi ici, à la fin, ça baisse, etc., etc. Et le but, c'est, avec cette analyse-là, vraiment essayer de repérer des patterns, donc encore une fois par format, qui vont nous permettre d'améliorer les formats. Tu vois, quand j'analysais comme ça les courbes de rétention des vlogs de Yomi, j'avais remarqué qu'il y avait des passages dans lesquels il prenait sa caméra comme ça, il parlait pendant plusieurs minutes, sans forcément nous donner de contexte, juste il parlait, et j'avais remarqué que ça créait généralement de gros drops. Ensuite, il y avait des moments dans le vlog où il allait, bon ça c'est en grande surprise, ça reste classique, mais il allait montrer une grosse voiture, il allait, je sais pas, faire un combat de boxe avec je ne sais qui, donc là on voyait des gros pics, et tout ça, ça permet de repérer des patterns qu'on peut ensuite réutiliser pour les futures vidéos de ce même format, que ce soit du vlog, face caméra, storytelling, ce qu'on veut, pour améliorer petit à petit nos formats en prenant en compte les retours data de l'audience. Parce que souvent, les courbes de rétention, même si encore une fois, ça reste des moyennes, donc c'est toujours, encore et toujours à prendre avec des pincettes, ça nous apporte quand même beaucoup d'infos sur la façon dont la majorité des spectateurs interagissent avec notre vidéo, et ça nous permet peut-être parfois d'améliorer certaines introductions, de virer du superflu qui peut traîner et qui peut créer de la friction dans le visionnage, ou capitaliser sur des petits pics, des petits moments un peu remarquables, entre guillemets, comme on pourrait les appeler, qui pourraient donner envie à l'audience de regarder, quoi. Tout à fait, ouais. Bah, j'essayais là de trouver un exemple pour montrer, partager l'écran. Moi, c'est vrai que c'est assez lisse aussi, donc j'ai pas de choses à montrer là. Ouais. Mais Mais j'en ai, mais après, après, si, ouais, si je vais sur les chaînes de clients, je peux trouver, mais c'est peut-être un peu ouais, c'est un peu délicat. touchy. Moi aussi, j'ai pas trop envie de montrer. Bref, là, à la limite, tu vois, là, il y a un petit pic, là, il y a une grosse baisse à la fin, tu vois. Là, par exemple, si on regarde, bon, je vais pas vous montrer la vidéo, mais si on regarde, là, à la toute fin, c'est parce que je crois qu'à partir de 10 minutes, en gros, dans cette vidéo, je raconte une histoire, et vers les 9-10 minutes, l'histoire est totalement finie, et là, je commence à faire un appel à l'action vers ma newsletter, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup, évidemment, bah, la majorité des spectateurs qui sont venus voir cette vidéo n'étaient pas intéressés par la newsletter. Euh,
Et donc, bah, ils sont partis, ils ont quitté la vidéo à ce moment-là. Donc là, on comprend pourquoi. Ici, il y a un pic. Je crois que c'est parce que je parlais d'un moment un peu étonnant, un peu remarquable dans l'histoire. Donc, paf, il y a 3-4% de rétention en plus, tu vois. C'est toujours intéressant quand même d'aller creuser un peu ce qu'il y a sur cette partie et de pouvoir en tirer des leçons ensuite pour ses futures vidéos. Ouais, carrément. Tout à fait d'accord. Bon, c'est vrai que là, du coup, on n'a pas d'exemple à vous montrer, mais c'est pas plus mal parce que du coup, ça veut dire que si la courbe de rétention est lisse, c'est que vraiment on est assez régulier du coup dans la vidéo, donc ça c'est plutôt Mm. cool et ça devrait être un de vos objectifs d'ailleurs. Mais c'est vrai que s'il y a des pics comme ça, c'est toujours intéressant à regarder, donc à la limite, allez checker ça et puis écrivez en commentaire du coup si vous avez des questions, on pourra essayer de vous répondre. Mais ouais, c'est super intéressant à regarder aussi. Ok, et du coup, bah, pour la partie audience, éventuellement, là, on peut rentrer dans le point des spectateurs réguliers, nouveaux spectateurs, etc. Peut-être même d'autres métriques d'ailleurs. Euh, Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux attaquer cette partie? Ouais, bah moi du coup, spectateur régulier, pareil, c'est quelque chose que je regarde beaucoup. Je pense d'ailleurs que c'est une des choses les plus importantes sur cet onglet-là. Donc le but étant que, bah, regardez déjà s'il y a beaucoup de spectateurs réguliers, parce que si c'est le cas, c'est bon signe. Ça veut dire que la fidélisation est bonne et que vraiment on arrive à faire en sorte que les gens reviennent sur nos vidéos. Donc ça, c'est très cool. Donc le but, c'est que il y ait enfin, le plus de spectateurs réguliers sur nos vidéos, Mm. mais également qu'il y ait beaucoup et aussi le plus possible. Donc nous, c'est aussi un objectif qu'on a pour nos clients, mais de spectateurs nouveaux qui découvrent la chaîne et qui petit à petit du coup deviendront des spectateurs réguliers qui sont fidèles et qui aiment le contenu de la chaîne. Donc ça c'est vraiment une métrique qu'on regarde et qu'on essaye d'optimiser au maximum. Ouais, carrément, exactement. Moi, tu vois, j'ai un peu cette approche-là aussi de me dire, et on en parlait récemment dans le cadre de notre collab, mais euh, même sur une chaîne où vous visez pas forcément un public très large, Mhm. encore une fois, il y a pas besoin de chercher à avoir des milliers ou des dizaines de milliers d'abonnés. Si vous avez une thématique que vous voulez simplement vendre, devenir une figure d'autorité ou montrer votre expertise ou créer un lien avec l'audience, vous n'avez pas forcément besoin de chercher à tout prix à avoir des milliers ou des dizaines de milliers de spectateurs réguliers. Mais je pense que c'est quand même important de le faire, de chercher à en avoir un petit peu et de chercher à augmenter gentiment cette métrique-là sur long terme. Pourquoi? Parce que ça vous assure de toujours renouveler le public. Parce que, évidemment, même si le but, c'est pas non plus d'avoir un turnover dans le public énorme, c'est pas du tout le but, même ce serait mauvais signe parce que ça voudrait dire que vous avez du mal à fidéliser. Mais en général, euh, une chaîne qui fonctionne, c'est exactement comme une marque qui fonctionne, comme une entreprise qui fonctionne, comme n'importe quoi, comme un pays qui fonctionne. C'est une chaîne qui arrive à, à capitaliser sur des nouvelles personnes qui n'étaient pas venues encore et qui vont permettre justement d'assurer la découvrabilité de la chaîne et de renouveler le public parce que dans le public cible et les gens qui ont l'habitude de regarder nos vidéos, c'est-à-dire les spectateurs réguliers, il y en a forcément qui au bout d'un moment vont se lasser, vont arrêter de regarder YouTube pour X ou Y raison, vont arrêter de regarder notre chaîne pour X ou Y raison, vont changer de centre d'intérêt, etc. Il y en a toujours, peu importe les thématiques, peu importe la taille de notre audience. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'aller chercher de nouveaux spectateurs, parce que ça va vous permettre d'éviter de pâtir de cette lassitude qu'il peut y avoir chez les spectateurs réguliers. Et puis, indépendamment de ça, bah, ça vous permet aussi d'arriver auprès d'un nouveau public, dans lequel vous pouvez éventuellement trouver des clients auxquels vous n'avez pas pensé au départ, trouver des prospects auxquels vous n'avez pas pensé au départ, et puis petit à petit augmenter un peu votre notoriété et montrer aussi à YouTube que vous arrivez à driver du nouveau public. Donc, je sais pas si c'est non plus une métrique qui prend énormément en compte pour le reste, mais ce qui est certain, c'est que si on arrive quand même à driver du nouveau public, ça veut aussi dire, YouTube peut aussi l'interpréter éventuellement, c'est une supposition, mais peut l'interpréter comme la capacité de notre chaîne à attirer du monde, et donc c'est aussi positif en termes d'expérience utilisateur, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je pense vraiment que YouTube prend en compte ces données-là parce que c'est vrai que, enfin, Je pense, ouais. selon moi, et tu sembles d'accord avec moi, c'est quand même des métriques qui sont super importantes. Donc je pense que YouTube le prend en compte. Et en vrai, ouais, que ce soit, peu importe l'objectif, que ce soit pour la conversion, pour la viralité, etc. Dans tous les cas, vous êtes gagnant à attirer de nouveaux spectateurs sur votre chaîne. Si c'est pour la viralité, du coup, bah, pour que les gens s'abonnent, etc. Et puis pour que la chaîne soit découverte au maximum par de nouvelles personnes. Et si c'est en termes de conversion également, comme pour mes clients, c'est également intéressant parce que du coup, bah, c'est mathématique. Hein. Plus il y a de gens en haut de votre tunnel de vente et plus il y a de gens en bas, plus il y aura de gens en bas. Donc, faut faire attention toutefois à bien cibler et pas faire du contenu qui soit mainstream et qui nous apporte aucun prospect. Mais si le contenu est bon, qu'il est pertinent et qu'il répond vraiment à une problématique de votre cible et que vous vous adressez directement à votre cible dans les vidéos, et ben,
forcément, plus il y a de gens en haut du tunnel et plus il y aura de gens en bas. Donc ça, c'est super intéressant et c'est aussi une raison pour laquelle c'est super intéressant d'attirer de nouveaux spectateurs en continu, comme l'a très bien dit Blas. Ouais, carrément, tu vois. Puis c'est vrai qu'ensuite, ça met en évidence deux approches différentes. Moi, je suis. J'ai envie de dire que je suis personne pour juger quelle est la bonne approche. Tu vois, chaque créateur, chaque entrepreneur a sa propre approche. Mais il y a les entrepreneurs qui, eux, sont vraiment en mode faire des vidéos très nichées, se concentrer sur des prospects très, très qualifiés. On s'en fout de faire des centaines ou des milliers de vues. Nous, ce qui compte, c'est d'avoir du prospect rapidement très qualifié. Et il y a les autres entrepreneurs. Encore une fois, il y a toujours des nuances. Il y a aussi des nuances entre les deux, hein. Mais il y a d'autres entrepreneurs qui, eux, vont avoir l'approche opposée et qui vont être en mode, bah, je vais faire du très mainstream. Le but, c'est d'attirer un maximum de personnes. Dans l'eau, il y a forcément des gens qui seront intéressés par ce que je fais, qui voudront bosser avec moi, etc., etc. C'est un peu l'approche, je sais pas, j'ai pas d'exemple de personnes qui font ça en très bottom of funnel. Le truc, c'est qu'elles seront pas forcément connues, donc je vais pas en parler. Mais l'approche très orientée, euh, top of funnel, aller chercher des gens qui sont pas intéressés par nos thématiques au départ avec du très mainstream, ça peut être du marketing mania, Yann Leonardi, Yomi Denzel, tu vois, des gens comme ça. Et en fait, c'est une approche qui est quand même intéressante. Plus le temps passe, plus je tends à aller petit à petit avec cette approche. En tout cas, c'est un peu ce que je tente sur ma chaîne principale, même si toutes mes vidéos sont pas non plus faites pour aller chercher des dizaines de milliers de vues, hein. Mais l'idée, c'est de se dire, bah, dans le lot, tu vois, quand tu vas faire pas mal de vues, il y a forcément des gens qui seront intéressés par ce que tu proposes, si tant est qu'il y a un lien entre le sujet dont tu parles et ta thématique et ton business derrière. Donc ça peut être une technique intéressante pour aller driver beaucoup de vues, attirer dans le tunnel des gens qui sont plus ou moins intéressés. Et ce qui est intéressant avec cette approche, c'est que moi, je l'ai très bien vu avec Marketing Mania, par exemple. Marketing Mania, si vous connaissez pas, c'est un gars qui a une chaîne sur le marketing depuis 7-8 ans, je crois. Et lui, son approche, ça a toujours été, en tout cas depuis longtemps, de faire des dizaines, centaines de milliers de vues par vidéo pour attirer le plus de personnes possible. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que moi, quand j'ai découvert sa chaîne, je n'aurais jamais été client chez lui. Jamais je n'aurais acheté chez lui parce que j'étais fauché, je voulais pas lancer de business en ligne, j'avais pas d'intérêt à acheter chez lui, parce qu'il vendait des formations, des accompagnements. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que, tu vois, de 2019 à 2022, 2021, 2022, je regardais ses vidéos, mais comme un spectateur qui se régale, mais qui jamais ne sera client chez lui. Et finalement, un beau jour, tu vois, j'ai rejoint sa newsletter parce que ça m'intéressait. À peu près à ce moment-là, j'ai lancé mon activité en ligne. Et quelques mois après, je devenais client chez lui. Et le truc, c'est que s'il avait fait que des vidéos très très nichées, je n'aurais jamais découvert sa chaîne et je serais probablement jamais devenu client chez lui. Donc tu vois, c'est là que ça peut être intéressant aussi de peut-être pas non plus baser sa chaîne sur de la viralité, du mainstream à tout prix. Encore une fois, c'est une différence d'approche et il n'y a pas de bonne approche universelle. La bonne approche, c'est celle qui vous convient et qui fonctionne. Mais dans le fond, tu vois, ça peut être intéressant de quand même de temps en temps chercher à faire un peu de viral ou quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers de vues pour ramener des nouveaux spectateurs qui, dans l'immédiat et a priori, ne sont pas des clients potentiels, mais qui à terme, par un travail de nurturing, par la simple façon dont la vie se déroule et on évolue tous avec des projets différents, et ben, pourraient devenir des clients alors qu'ils n'étaient pas du tout prédestinés à le devenir, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, tu vois, je pense que je suis typiquement entre les deux pour mes clients. En moitié conversion, moitié viralité. Donc, moi, je vais pas chercher à faire des centaines de milliers de vues, mais c'est vrai que si les vidéos de mes clients peuvent faire des dizaines de milliers de vues, franchement, c'est vraiment optimal pour nous. Mais du coup, ça me permet aussi enfin, ça m'a fait penser à quelque chose que tu as dit, c'est que YouTube, c'est vraiment un réseau ingrat et c'est pas facile, mais c'est celui qui restera le plus longtemps qui gagnera. Donc Ouais. ça, c'est super intéressant. YouTube, vraiment, si vous voulez vous lancer sur YouTube ou si vous êtes déjà sur YouTube et que vous n'avez pas de résultats tout de suite, persévérez parce que c'est vraiment un réseau euh, vraiment, c'est celui qui reste le plus longtemps qui gagne sur YouTube. Donc vraiment, persévérez. Et si vous n'avez pas de résultats au bout de 3-4 mois, c'est tout à fait normal. Enfin, vous pouvez en avoir évidemment au bout de 3-4 mois, mais si c'est pas les résultats que vous espérez, ne lâchez pas surtout, parce que bah, comme l'a très bien dit Blas avec Marketing Mania, lui, il a mis plusieurs années avant d'acheter chez lui. Et ça, c'est vraiment un point que je voulais mettre en avant. C'est pas un réseau social comme TikTok où tu peux percer du jour au lendemain, enfin, en tout cas dans la majorité des cas, mais c'est un réseau social sur le long terme. Si vous investissez vraiment dessus, c'est super intéressant et surtout, ça sera un de vos meilleurs investissements avec le meilleur retour sur investissement, quoi, parce que c'est vraiment hyper important et hyper puissant, que ce soit en termes de branding, en termes de montrer son expertise, mais aussi de devenir référence dans sa niche. C'est vraiment YouTube pour moi qui prime aujourd'hui et le contenu vidéo long en général. Et si vraiment vous lâchez pas et que vous tenez plus de 6 mois sur YouTube,
déjà vous serez parmi les meilleurs parce que beaucoup de gens abandonnent enfin, avant les 6 mois et vous aurez un retour sur investissement énorme. Complètement, Donc ouais. voilà. Ouais, tout à fait aligné avec toi. Et tu vois, on peut faire le test facilement, mais là, si on demande aux viewers quels sont leurs 5 youtubeurs préférés et quels sont leurs 5 TikTokers préférés, ils vont avoir beaucoup moins de mal à nous dire quels sont leurs youtubeurs préférés par rapport à leurs TikTokers parce qu'ils n'ont pas du tout la même relation à eux. Et moi, tu vois, je prends mon exemple, et c'est l'exemple de plein de gens que je connais aussi, probablement toi aussi, mais il y a des youtubeurs que je suis, je regarde leurs vidéos depuis 2017-2018, voire certains plus vieux que ça, tu vois. Ouais. TikTok, non. LinkedIn, non. Instagram, non. C'est des gens que je vais regarder depuis bientôt plus de 10 ans. Et en réalité, il y a même des. Genre, je sais pas, un Cyprien, par exemple, tu vois, il fait du divertissement, mais je regarde ses vidéos depuis 2013, ça fait 12 ans. Tu vois, sur quelle autre plateforme on suit les contenus de quelqu'un pendant aussi longtemps? Et pareil pour les entrepreneurs. Yomi Denzel, je l'ai connu en 2018. Aujourd'hui, je regarde presque plus ce qu'il fait, mais je vais quand même, de temps en temps, j'ai jeté un œil. Et, euh, et ça fait 6 ans, 6-7 ans, tu vois. Enfin, qui fait ça sur d'autres plateformes? Je connais pas. Je connais pas. Non, mais c'est fou. Et c'est quand même important de faire ce rappel parce que je vois beaucoup de gens qui viennent m'écrire sur LinkedIn ou autre, qui sont un peu désespérés, si je peux le dire ainsi, parce qu'ils n'ont pas de résultats tout de suite. Mais vraiment, retenez que YouTube, c'est un bail de long terme. Et si vraiment vous voulez perdurer comme le fait très bien Yomi aujourd'hui et enfin, qui arrive assez facilement à renouveler son audience, etc., et à être toujours une figure d'autorité aujourd'hui, même presque 7-8 ans après, c'est grâce à YouTube et vraiment miser sur YouTube sur le long terme, même sur le moyen terme. Mais en tout cas, si vous restez sur le moyen long terme sur YouTube, ça va vous le rendre fois 10 000. Quoi. Donc vraiment persévérer. Parce que si déjà vous tenez plus de 5 mois, 6 mois sur YouTube, vous ferez partie du top, je sais pas, j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de dire une data au pif, mais vous ferez partie des gens qui savent du coup rester constants et qui feront grossir leur audience dans les mois et années à venir. Quoi. Donc c'est vraiment super important de faire ce petit rappel-là. Exactement. Et tu vois, peut-être pour avoir l'impression aussi que la boucle est bouclée avec cet épisode, moi je dirais que ça n'engage que moi, mais je pense que ce qui permet, et c'est ce que je vois aussi chez les créateurs qui fonctionnent le plus et qui perdurent le plus, sans non plus, encore une fois, on est peut-être biaisé par le biais du survivant, mais je pense quand même avoir raison. Les créateurs qui perdurent le plus sont ceux qui justement ont cette capacité à être constants sur le long terme. Donc même si parfois, pendant une semaine, 2 semaines, un mois, ils vont pas publier, ils arrivent quand même à revenir dans le game, ils arrêtent jamais. Et surtout, c'est des gens qui donc sont constants, mais aussi ne sont pas constants de façon optimiste, bébête. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y en a beaucoup qui vont se dire il faut publier, publier, au bout d'un moment ça fonctionnera forcément. Bah non, si vous publiez de la merde pendant 10 ans, ça va pas fonctionner pendant 10 ans. Donc oui, évidemment, publier régulièrement et être constant surtout, c'est même pas la régularité, c'est la constance dans le processus est super important. Mais il faut coupler ça aux ajustements dans sa stratégie, dans ses sujets de vidéo, dans même la façon dont on construit ses vidéos, pour aller toucher le bon public de la bonne façon, lui donner envie d'acheter, etc., créer une vraie relation avec lui. Donc pour moi, les deux ingrédients de la réussite, c'est vraiment la partie constance et ajustement. Et les ajustements sont justement aussi en partie permis par la data, parce que la façon dont vous allez analyser les données du YouTube Studio, en fonction de quelles données vous allez regarder aussi, et comment vous allez les interpréter derrière et les utiliser dans votre processus et dans votre stratégie, ça va avoir un impact quand même très important dans la suite de votre chaîne. Évidemment, plus vous avez de résultats à court et moyen terme grâce à vos ajustements, plus vous êtes motivé à vous lancer dans le process et à rester dedans, plus vous avancez, plus vous avez de résultats et ainsi de suite. Et c'est un cercle vertueux qui fait que sur le long terme, vous êtes encore là et en fait, ok, il s'est passé 5 ans et là, ça y est, vous avez 50 000 abonnés, vous avez une audience énorme qui vous permet de vivre très très largement, très confortablement et vous êtes content, quoi. Non, non, mais c'est clair. Vraiment, c'est super important. Et comme tu l'as très bien dit, surtout prenez le temps de bien analyser les datas pour vraiment optimiser le tout et faire en sorte que ça puisse aller un petit peu plus vite peut-être. Mais c'est super important. Juste avant de clôturer l'épisode, peut-être revenir sur un truc qu'on n'a pas évoqué, enfin que tu as évoqué rapidement mais qu'on n'a pas montré à l'écran. Ça, c'est sur la page d'accueil des Data Analytics. Ça, c'est le classement 1/10 là. Ah oui, oui, très juste, ouais, très juste. Justement, je vais prendre ma dernière vidéo en exemple. Hop, Vas-y, tu vois peut-être bien? tu veux dire quelque chose ou je me lance? Moi, en fait, tu vois, je vais aller très vite dessus. Ensuite, je te laisse faire. Mais moi, là, par exemple, moi, je n'ai que 7 vidéos sur ma chaîne. Donc, pour l'instant, on n'a pas un classement sur 10 et on n'a pas directement ici parce que parfois, quand on a un classement sur 10, on a
des petites flèches vertes ou petites flèches grises qui s'affichent en fonction de justement d'où est notre vidéo par rapport au perf habituel. Moi là, tu vois, à ce stade, je pourrais me dire, ah ouais, oh, je suis foutu, ma vidéo est troisième sur 7, oh c'est la merde, blablabla. En fait, non, ça, moi aujourd'hui, ça peut toujours faire un petit truc à l'ego, en vrai de vrai, on va pas se mentir. Mais dans le fond, je me dis, je m'en fous. Je sais qu'il y a des vidéos que j'ai publiées en 48 heures, elles avaient pas de résultat. Ensuite, elles montaient bien. Ça a été le cas de la vidéo sur Ronaldo. La vidéo sur Ronaldo, dans les 24 heures, tu vois, elle avait fait 100 vues, c'était pas non plus la meilleure. Pourtant, c'est celle qui a le mieux fonctionné de ma chaîne. Pareil pour celle de Yomi d'ailleurs, qui est en cinquième position euh, en moins de 24 heures après sa sortie. Donc voilà, je me dis, moi je m'en fous un peu, ça fait un truc à l'ego, mais c'est pas ça, c'est pas la data la plus importante qu'il faut regarder. Mais maintenant, je te laisse dérouler là-dessus. Je pense que t'as des trucs, je pense que t'as pas mal de trucs à dire. Non, en vrai, pas énormément de choses à dire. Honnêtement, en fait, tu vois, t'as dit le gros de ce qu'il faut savoir. Juste, ne vous basez pas, s'il vous plaît, là-dessus, parce que l'algo YouTube, bon, déjà, c'est un des algorithmes les plus compliqués à prédire, s'il est Mm. prédible. Honnêtement, je sais même pas si c'est vraiment prédible. Évidemment, il y a certaines clés qui peuvent nous aider à faire en sorte que les vidéos performent mieux que d'autres. Mais franchement, l'algo YouTube, tu vois, nous, enfin même nous qui avons l'habitude d'être vraiment dans YouTube, le nez dans le guidon tout le temps, on ne sait pas vraiment en fait comment YouTube, enfin, quelle data il prend, quelle proportion ces datas sont importantes pour YouTube, etc. Donc l'algo YouTube est assez imprévisible et on ne sait pas vraiment comment va performer une vidéo dans les semaines qui arrivent. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas le classement par vue, donc là 3 sur 7 par exemple, ne prenez pas ça au pied de la lettre. C'est pas parce qu'une vidéo a un mauvais classement au début qu'elle aura un mauvais classement à la fin. Et j'ai un exemple pour montrer ça. J'ai un client avec lequel du coup il avait une vidéo qui performait donc au lancement pas très bien puisque la vidéo elle était classée 10 sur 10. Donc là évidemment le client pourrait paniquer etc. Mais en fait on a juste fait un petit ajustement qui a fait que la vidéo est passée parmi les vidéos les plus vues de sa chaîne et je crois qu'elle avait atteint 2 sur, enfin, classement 2 sur 10. Donc c'est vraiment pas mal, juste avec un petit ajustement dans le titre. Donc évidemment, ça, on pourra en parler dans une vidéo sur l'A/B testing. C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais tout ça pour dire qu'une vidéo qui est mal classée aujourd'hui, juste avec un petit ajustement ou juste avec le temps, parfois le temps suffit, elle peut tout de suite être de nouveau bien classée et atteindre peut-être le podium sur la chaîne. Donc évidemment, tout dépend de votre objectif, si c'est plus la viralité, la conversion. Si c'est la conversion, le classement, il n'a pas trop d'importance. Enfin, ça peut être intéressant à regarder, mais n'aura pas trop d'importance sur les décisions qu'on va prendre. Et si c'est la viralité, surtout ne vous fiez pas vraiment au classement par vue. Fiez-vous surtout à toutes les datas qu'on a partagées avec Blast dans cet épisode, parce que vraiment en 2 jours la vidéo elle peut péter et on ne sait pas vraiment pourquoi. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois pour des clients et que la vidéo elle passe du coup de 8, 9 sur 10 aux vidéos les plus vues de la chaîne, c'est pas du tout rare. Et du coup, ça en vrai, c'est comme le nombre de vues, c'est un petit shot de dopamine. On aime bien, tu vois, quand la vidéo elle est classée 1 ou 2 sur 10, parce qu'on se dit que la vidéo elle va surperformer, que ça va être fou. Mais la réalité, c'est qu'une vidéo qui est classée 8 ou 9 sur 10 peut très bien surperformer par la suite les autres vidéos de la chaîne. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. 100%, et moi de même, j'ai plein d'exemples. Mais tu vois, c'est ça qui est vicieux, c'est que ce classement est construit aussi par YouTube pour nous donner envie de publier en masse et de toujours faire mieux. Bon, c'est logique. Mais le truc, c'est qu'il est très vicieux et très biaisé. Pourquoi? Parce que il nous laisse penser mécaniquement que chaque vidéo a le même parcours. Alors que pas du tout. Il y a plein de vidéos qui, encore une fois, comme tu l'as dit, et on pourrait en parler pendant des heures parce qu'on a plein d'exemples, mais des vidéos qui performent très bien au début puis qui finissent par sombrer dans l'oubli et plus personne ne les regarde. Des vidéos qui performent pas du tout au début et qui ensuite pètent au bout de plusieurs mois ou plusieurs années. Des vidéos qui performent pas au début mais qui mettent 2, 3, 4 jours pour prendre. Il y a plein d'exemples là-dessus, et ce classement nous laisse penser que tout doit se dérouler à peu près de la même façon et qu'il faut toujours chercher à faire mieux, alors qu'en fait, ben, une vidéo peut être 3 sur 7 ou 5 sur 10 ou 10 sur 10 pendant les premiers jours, et puis in fine, en fait, pour une raison X ou Y, une raison algorithmique ou une raison même, un événement qui se passe dans le monde qui est lié à notre sujet ou quoi que ce soit, qui fait que d'un coup, paf, elle part bien et puis elle atteint le sommet du classement. Donc vraiment pas se fier à ça. Encore une fois, c'est surtout pour nourrir l'ego, j'ai l'impression. Toujours sympa de voir un 1 sur 10. Moi, j'adore ça, hein. C'est comme voir les vues évoluer, mais c'est pas la métrique la plus importante. Ça veut pas dire grand chose. Et c'est surtout, faut faire attention aux biais, quoi. C'est vraiment très, 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 très courant dans l'analyse de data. Il y a beaucoup, beaucoup de biais. Il faut faire gaffe avec ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'exemple que tu as mentionné au début sur les voitures électriques,
Ce Mm. serait vraiment un exemple qui est super pertinent parce que du coup, elle a mal démarré au début, elle devait peut-être être classée 9 ou 10 sur 10. Et franchement, tu vois ça, t'as vite envie de paniquer. Et finalement, puisqu'elle a été publiée sur un forum, elle est vite remontée. Donc ça, c'est aussi un exemple et un très bon exemple pour illustrer du coup tout ce qu'on vient de dire. Vraiment, ne vous fiez pas uniquement à ça parce que ça peut, par un élément extérieur ou autre, vite augmenter et surperformer les autres. Très bien dit, ouais, rien à rajouter. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose d'autre peut-être que tu analyses ou autre? On a déjà fait le tour de pas mal de data intéressantes et importantes à analyser. Après, il faudrait peut-être pas non plus Ouais, perdre en la fait, majorité. j'en ai encore, mais le truc, c'est que ça va nous prendre encore plus de temps. Et j'ai peur aussi que ça finisse par embrouiller aussi les spectateurs. Parce que c'est des métriques, mais qui sont pas non plus les plus importantes. Je pense que là, on a quand même vu le plus gros. Peut-être que si jamais ça plaît au public, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. On pourra refaire une sorte de session 2 de cet épisode-là. Mais voilà, je pense qu'on a quand même vu le plus gros. On a bien précisé aussi ce qu'il en était de ces data et métriques les plus importantes. Et, moi, je peux carrément m'arrêter là, ouais. Ouais, bah écoutez, enfin écoute plutôt. C'était très cool encore de faire cet épisode avec toi. Encore une fois, si vous voulez qu'on vous donne des ressources, etc., parce que pareil, avec Blast, on a pas mal de ressources qu'on offre à nos clients et qu'on leur donne pour avoir une vision d'ensemble sur la sphère YouTube. Même si enfin, Blast comme moi, on fait beaucoup de taf pour nos clients, c'est quand même intéressant du coup qu'ils aient une compréhension globale de YouTube et enfin, des performances de leurs vidéos. Du coup, on a pas mal de ressources qu'on leur partage. Si vous voulez que ce soit des ressources qu'on vous partage également de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à rejoindre en cliquant sur le lien qui est en description, la communauté gratuite dans laquelle du coup on partage pas mal de ressources, etc. Et bientôt on va peut-être comment dire, on va peut-être faire des lives, etc. où on analyse des chaînes de personnes qui sont membres de la communauté. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté en cliquant juste en dessous. Et peut-être que ce sera votre chaîne qui sera analysée très rapidement. En tout cas, hâte de vous y retrouver. Et puis écoute, bah, c'était encore un plaisir. À chaque fois, c'est toujours un peu frustrant au fond de moi-même parce qu'il y a tellement de trucs qu'on pourrait dire, ça pourrait durer des heures et des heures. Mais bon, je pense qu'on a quand même déjà bien dégrossi le plus gros des métriques. Sujet qui est peut-être un des plus compliqués et un des plus flippants, entre guillemets, quand on se lance sur YouTube ou qu'on développe sa chaîne. Donc voilà, très content d'en avoir été et puis hâte de voir la suite. Yes. À bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao.